Numéro 40, Ariel. Je suis tellement pris par la passion de cette fille. Ariel a ce besoin de connaître l'inconnu, ce monde qui la passionne, car elle sent que sa place n'est pas entièrement sous la mer. Et cette passion lui donne une personnalité fougueuse assez adorable qui conquiert à peu près tous les gens qu'elle côtoie. Elle justifie aussi ses réactions certes disproportionnées mais vraiment sincères lorsqu'elle rencontre un beau jeune homme ou que son père la gronde sévèrement. La force d'un personnage ne vient pas que de ses qualités, ça peut aussi provenir de ses défauts et comment il apprend à les gérer. Dans le cas d'Ariel, sa curiosité est à la fois une qualité et un défaut, mais ça la rend ironiquement très humaine et il est difficile pour moi de ne pas pleinement partager ses peines, ses contrariétés et surtout ses joies, notamment lorsqu'elle a finalement l'occasion de découvrir ce monde qui l'a toujours intriguée. J'ai juste l'impression de suivre une fille pétillante se montrer 100% véritable dans ses désirs. Et même une morale de fin discutable et une préquelle à chier n'arriveront pas à m'enlever ce sentiment d'exaltation pure en voyant ce personnage. Numéro 39, Pocahontas. Nonobstant son côté princesse amie des bêtes très cliché, Pocahontas représente un très bon compromis entre la liberté et la responsabilité. C'est une femme qui recherche l'aventure, la découverte, la nouveauté, et de façon similaire à Ariel, c'est une passion très communicative chez le spectateur. Mais elle se retrouve dans une situation où elle doit choisir entre son impétuosité et son devoir, et elle arrive admirablement bien à concilier les deux, en se prouvant être sage et impromptue. Ces moments de résolution ont un poids certain et font montre d'une bravoure qui suscite un respect assez profond de ma part. Numéro 38... Eve est un robot badass, au design et aux fonctionnalités très cool et porté par un but précis. En ce sens, elle crée un excellent contraste avec le héros qui a des aspirations plus simples. Mais c'est justement à son contact qu'elle aura une évolution très intéressante en apprenant à devenir plus sensible. Et je sais comment ça peut être perçu. C'est qui celle-là? Je veux les femmes fortes. Elle devrait d'abord penser à son mec et retourner au fourneau. Elle ne quitte pas son objectif des yeux du film et c'est important car ça montre toute sa détermination. Qui doit être codée dans son programme, on va pas partir là-dessus, mais elle apprend davantage à penser à l'amour et par extension à elle-même en parallèle. Ça offre de très bons moments attendrissants autour de cette... femme qui subit une évolution touchante qui n'ôte rien à ses qualités intrinsèques de départ. Numéro 37, Denahi. Denahi est pris dans un dilemme particulièrement poignant au fil du film. Les crasses et malentendus qui lui tombent dessus à la suite transforment ce jeune insouciant du début en véritable boule de rage pour des raisons qu'on peut comprendre. Ça crée un antagoniste tragique dont chacun des conflits avec Kinaï posera une aura particulièrement pesante. C'est spécialement parlant par rapport à la qualité censée le caractériser, la sagesse qui est vraiment mise à mal tout le long de l'histoire, ce qui accentue l'aspect désolant autour du personnage et la satisfaction de le voir en sortir à la fin. Numéro 36, Charlotte. Elle me fout la pêche celle-là. Charlotte est une des filles animées les plus hilarantes que j'ai vues. Rassure-toi, tu seras toujours première dans mon cœur. Son peps et son obsession de la romance amènent les moments les plus marrants du film. Je n'arrive pas à y croire. Mais en plus de ça, elle sait être un bon soutien. On ressent son amitié sincère avec Tiana à plusieurs reprises et la compassion sincère dont elle sait faire preuve. Ça aurait pu juste être un excellent personnage comique sans plus, ce qui est déjà énorme, mais ils ont réussi à aller un petit cran au-dessus en lui donnant de quoi briller un peu émotionnellement. Et c'est ça qui la met si haut dans mon classement. Numéro 35, la bête. Ce qui est intéressant autour du personnage, c'est que dans d'autres circonstances, il aurait pu être juste un sale con. C'est comme ça qu'il commence en tout cas, un enfoiré hautain qui a peu d'estime pour plus bas que lui. Il aurait pu rester comme ça si la volonté de la prémisse n'en avait pas voulu autrement. Et en devant répondre des conséquences de ses actes, il apprendra à adopter un nouveau point de vue en évoluant de façon très fluide. On sent que ces nombreuses années reclus n'ont pas été qu'une simple ellipse et lui ont enseigné une humilité maladroite qui ne demandera qu'à être bien taillée au contact de Belle. Il faut qu'elle puisse découvrir celui qui se cache derrière tout ça. Je ne sais pas comment. C'est particulièrement prenant de voir cette bête devenir petit à petit le meilleur homme qu'il n'aurait jamais été sans ses épreuves. Et au fil de cette relation, le film indique parfaitement ce qui a besoin d'être changé et ce qui n'en a pas besoin. Majoritairement la bête qui traverse un arc des plus fascinants. Numéro 34, Nani. La vraie héroïne cachée du film. De façon un peu similaire à Jeanne, on a un personnage forcé de prendre des responsabilités très tôt dans sa vie à cause de mauvaises circonstances. Et il est très difficile de ne pas ressentir d'empathie forte envers cette toute jeune adulte qui empile les coups durs à surmonter pour réussir à faire marcher sa famille. Ce qui la rend d'autant plus attachante, c'est qu'elle n'est pas parfaite, elle ne sait pas comment bien gérer certaines choses, elle fait des erreurs. Mais elle essaye du mieux qu'elle peut malgré les difficultés et c'est extraordinairement touchant. Toutes les mauvaises passes du film sont merveilleusement exacerbées par la façon dont elle l'affecte, elle et sa recherche de stabilité. Je suis la seule qui la comprenne. Vous n'avez pas le droit de nous séparer. Ne compliquez pas les choses. Numéro 33, réponse. Eh bien, parlez-en à ma poêle à feu.
Cette femme a une naïveté et une passion très communicative, peut-être de façon un peu trop forcée par moments, mais ça la rend particulièrement sympathique dans ses moments de joie et de peine. La situation dans laquelle elle se trouve est assez brillamment instaurée, de façon à ce qu'on comprenne bien que sa tour n'est pas la seule prison érigée autour d'elle. Et c'est particulièrement plaisant de la voir partir en quête de ses rêves et arriver à se sortir petit à petit de cette prison qu'on lui a forgée depuis sa plus tendre enfance. Ça crée un arc de personnage particulièrement touchant et gratifiant lorsqu'elle finit par retrouver sa liberté à la fin. Numéro 32, Judy Hopps. Une femme d'action très bien écrite, la plupart du temps. Je ne vais pas m'étendre davantage sur les points qui me gênent autour d'elle, je vais juste dire qu'elle concilie très bien l'optimisme et la capacité d'adaptation. Sa force réside non seulement dans le fait de bien savoir se battre et réfléchir, mais aussi de ne pas renoncer à ses convictions même quand elles sont mises à mal, à un ou deux détails près à nouveau. Elle a une vision bienveillante de la société sans être naïve au point de ne pas évoluer dans sa perception. Elle se rend bien compte qu'un optimisme aveugle ne mène pas toujours loin et elle sait courber son point de vue sans trahir son credo, vouloir voir le meilleur chez les gens. Sa volonté de rendre le monde meilleur est montrée avec une telle sincérité qu'il est difficile de ne pas y adhérer. Même si elle ne vaut pas tout à fait. Numéro 31, Nick Wilde. Sans doute parce qu'il a un peu moins de faux pas dans Zootopie, je préfère légèrement Nick à Judy. C'est un blasé du système qui a décidé d'en exploiter les failles. Son côté cynique est parfaitement mis en scène et très bien justifié, en apportant de nombreux moments marquants qui illustrent un très bon contraste avec le caractère optimiste de notre héroïne. Tout un chacun débarque à Zootopie en croyant qu'il pourra devenir ce qu'il veut. Bah, c'est pas vrai. On peut seulement devenir ce qu'on est. Lui aussi fait preuve d'un esprit très malin et c'est très prenant la plupart du temps de voir l'évolution de ces deux personnages réfléchis dont les mentalités vont s'influencer de façon très fluide et satisfaisante durant le film. Numéro 30, la mère Gothel. Certains vantent l'aspect perturbant du contrôle qu'a cette femme dans la vie de notre héroïne, et même si c'est un élément réussi du personnage, ce qui me séduit le plus chez elle, c'est sa motivation et son adoration de la jeunesse. Elle adore être jeune et belle, chacun de ses mouvements en atteste, et ça la rend sexy d'une manière particulière comme j'en ai déjà parlé. N'écoute que moi. Et cette motivation première permet d'étaler un bon nombre d'émotions variées chez Gothel. La vanité, la colère, la crainte, l'intimidation, la manigance. On a une vraie palette de sensations autour de cette méchante, en partie liée à la mentalité de notre héroïne, qui illustre à merveille ses motivations et la rend assez palpitante à suivre. Numéro 29. Le très puissant, le très agréable, le très indestructible Mouchou. J'en veux un comme ça. Mouchou a un véritable don pour la répartie et les réactions cocasses et cinglantes. C'est bien, excepté que tu as oublié. Et comme nous manquons de poudre de riz, aurais-tu l'obligeance de nous en apporter? Hello! Ça en fait sans problème un des personnages Disney les plus drôles qui soient. C'est beaucoup appuyé par ses défauts de caractère, l'arrogance, l'autorité mal placée, des défauts qui jouent bien sur la comédie et la participation du personnage, si on ne compte pas trop le deuxième film. Mais ça aide surtout à rendre le personnage un peu plus poussé qu'un simple comique de service, notamment par sa relation avec Mulan qui a un côté touchant efficace. Ça fait vraiment ressentir qu'il est dans cette galère avec elle. Numéro 28, Kala. Ce personnage dégage une chaleur tellement attendrissante que ça me donnerait presque envie d'avoir été élevé par une gorille si ça avait pu être elle. Son histoire de départ est très poignante et ce qui l'amène à prendre soin de Tarzan est extrêmement bien mis en place, de façon à ce qu'on soit sincèrement pris dans le contexte. On ressent avec beaucoup de justesse la façon dont l'évolution de Tarzan l'affecte, que ce soit par attendrissement ou par crainte. Ferme les yeux. Oublie ce que tu vois. Qu'est-ce que tu sens? C'est un amour maternel très puissant, comme j'en ai rarement vu provenant d'une femme qui a une compassion sans borne qui transparaît à chacune de ses interventions. Numéro 27, Ralph Lacasse. Ce type illustre le besoin de reconnaissance avec brio et une façon très mature d'y remédier. Ralph est insatisfait de la vie qui lui a été tracée, sa position le rend mal considéré et on ressent une peine sincère pour sa situation. J'ai jamais été aussi sérieux pour quoi que ce soit de toute mon existence. L'aventure qu'il traversera lui apprendra à avoir de nouvelles perspectives sans changer l'ordre établi. C'est une conclusion qu'il n'est clairement pas bon d'avoir à tous les coups, mais dans le cadre du film, ça marche. Car Ralph comprend qu'une situation fixée n'est pas une fatalité et qu'on peut toujours arriver à en tirer le meilleur parti. Il accepte l'aspect irrévocable de sa fonction, mais pas comment il peut la vivre, en apprenant au passage à se soucier des autres et à devenir le héros qu'il souhaite être au sens concret du terme, en acceptant le rôle de méchant qu'on lui a donné, selon ses termes. Peu de protagonistes Disney peuvent se vanter d'avoir une telle évolution, et ça rend Ralph particulièrement unique. Numéro 26, Cendrillon. C'est un personnage très touchant de fille qui doit endurer une vie qui ne lui plaît pas, qui doit serrer les dents chaque matin pour arriver à supporter l'esclavage qu'on lui force. Et c'est une situation qu'elle subit depuis toute petite, c'est la normalité pour elle. J'ai énormément de peine pour l'atrocité de son traitement, et énormément d'admiration pour l'optimisme qu'elle essaye au mieux de garder tout au long du film. Ça ne l'empêche pas d'avoir des moments où elle craque, dont un qui est un des passages les plus poignants de Disney.
et ça rend le bonheur qu'elle finit par atteindre d'autant plus jubilatoire. Son personnage est davantage développé dans le troisième film, où elle doit en plus de ça se montrer plus active pour confirmer ce bonheur qu'elle recherche, et c'est une excellente extension de son arc qui ne fait que rendre sa happy end encore plus satisfaisante. Cherchez une morale répréhensible dans son histoire si vous le souhaitez, moi j'y vois juste un personnage extrêmement attachant. Numéro 25, Anton Ego, ou comment un film peut comprendre à la perfection ce qu'est l'appréciation artistique. Anton Ego est un critique gastronomique très cinglant et qui en impose, que ce soit par sa mise à l'image assez oppressante ou par sa verve assez savoureuse. Vous êtes lent pour quelqu'un qui veut brûler les États. Mais en dehors de sa personnalité super classe, cet homme représente l'essence de ce qu'est la bonne critique de l'art. Et je vous cache pas que ça me parle un peu personnellement. Car l'art de critiquer comporte de savoir se montrer virulent et divertissant, mais aussi de savoir reconnaître la grandeur d'une œuvre quelle que soit sa provenance, en sachant se référer à son expérience, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. La réalisation d'Anton Ego à ce sujet à la fin de Ratatouille est mise en scène et montrée avec une telle justesse et un si bon choix des mots qu'elle me laisse sur une impression de satisfaction authentique, que ce soit pour la morale du film ou pour ce que ce personnage y a apporté. Numéro 24, Tiana. J'ai beau en vouloir à la morale qu'on essaye de faire passer autour d'elle, ça reste un excellent modèle de femme forte et un très bon exemple de personnage porté par des ambitions rattachables. Le lien représenté par cette carrière qu'elle veut suivre est assez touchant et les circonstances d'époque qui freinent ses aspirations ne rendent sa conviction et ses désirs que d'autant plus admirables. Papa, fais-moi confiance. On va bientôt y arriver. La volonté de cette femme, au fur et à mesure des péripéties qu'elle traverse, se fait fortement ressentir au point d'en inspirer la personne qui l'accompagne. Et tous les déboires qu'elle subit en chemin ne font que nous donner encore plus envie de la voir réussir à la fin. Ce qu'elle fera de façon très mal amenée, mais hey, je reste quand même content pour elle. Numéro 23, Amelia. Ah, si j'étais un homme sien... Le nombre de trucs bizarres que j'aurais dit en 100 vidéos, moi. On a là aussi un très bon modèle de femme forte qui mélange avec un vrai naturel l'autorité, l'action, le culot. On ressent une vraie expérience et un vécu de la part de cette femme dans chacune de ses interventions. Un peu comme Elga, mais entourée d'un bon scénario et de bons personnages. Le fait qu'elle soit mise sur la touche au dernier tiers du film souligne bien toute sa compétence et la perte qu'elle représente dans cette situation critique. Ça ne n'empêche pas de faire preuve d'une véritable dignité, même à ce moment-là, qui la rend extrêmement admirable et qui fait d'elle l'un des meilleurs personnages de soutien jamais écrits à mes yeux. Numéro 22, Frollo. Ce type collectionne presque toutes les tares de sale enculé qu'on peut avoir, et malgré tout, il est convaincu que sa cause est juste. Que toutes les exactions qu'il commet sont au nom d'une volonté divine. Ça le rend méprisant à un niveau fascinant, car dans sa tête, ceci... Plus lentement, espacer les coups. Il faut que chaque morsure du fouet soit plus douloureuse. Oui, Seigneur. Est un acte pour la bonne cause. La façon dont il aborde la luxure qu'il imprègne est particulièrement perturbante. En termes de psychologie, c'est un personnage très captivant, parmi ceux qu'on adore le plus détester, et facilement l'un des choix les plus osés jamais vus dans un film Disney. Numéro 21... C'est un personnage de protagoniste très particulier, car... Hé hé hé, Mayolek! Hey, Lionel de Pika Critique, j'imagine que tu dois être là pour... Alors déjà, je tiens à dire bonjour à tes petites mayonnaises. N'appelle pas mon public comme ça, s'il te plaît. J'aime beaucoup le personnage de Kuzco pour son traitement. Bon, c'est le cliché du sale enfoiré qui se voit devenir bon en subissant une épreuve qui lui a appris une leçon de vie. J'imagine que j'ai qu'à attendre que ça passe. Mais ce n'est pas comme Navin, dont la personnalité égoïste n'est pas en opposition avec le fait qu'il soit un bon gars. Kuzco est un véritable connard qui fait tout ce qui lui chante sans prendre en compte les conséquences de ses actes. Il arrive à dégager de la sympathie auprès du spectateur parce qu'il est drôle, mais quand il est victime du complot d'Yzma, on a du mal à se dire qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Disney est vraiment parti sur un anti-héros au comportement qui le ferait passer pour un méchant. Il devra répondre de ses actes et il apprendra à adopter un nouveau point de vue grâce à une bonne influence et à des coutures marquants. Certains penseront que le changement de personnalité de Kuzco se fait trop vite, et si cette remarque est légitime, une expérience traumatisante peut vraiment changer un homme, et comme on le montre bien atteindre le fond du gouffre, cela ne me pose pas de problème ici. Mais si ça vous dérange, vous pouvez toujours vous rabattre sur la série animée Kuzco, un empereur à l'école. En fait, Mayolek, fais-moi penser à t'envoyer l'intégrale du dessin animé. Oui, ce serait cool, j'imagine. En tout cas, merci pour ta... Allez, ciao tout le monde. Attends. Voilà. participation.
Numéro 20, Clayton, le méchant Disney le plus sous-estimé pour moi. Certes, sa scène finale extraordinairement prenante joue beaucoup dans mon appréciation, mais parce qu'elle sert de conclusion irréprochable à un personnage parfaitement incorporé dans l'intrigue. Clayton est un connard soi-disant distingué qui a une haute estime de lui et il crée un excellent contrepoids à Tarzan qu'il voit de haut parce qu'il n'est pas civilisé. J'ai bien appris à un perroquet à chanter God Save the Queen. Je peux sûrement apprendre quelques petites choses à ce sauvage. Il y a un parfait jeu de perception entre ces deux-là, que ce soit de l'autre comme de soi-même au fil du film. Et en ce sens, le personnage de Clayton a su reprendre le concept du personnage de Ratigan en sachant lui donner des motivations plus crédibles et en exacerbant la signification de l'image qu'il veut renvoyer par parallèle avec celle de Tarzan. C'est une brute qui essaye de se cacher sous un masque raffiné et il le fait en servant magistralement le propos du film. Numéro 19, la reine Elinor. Et maintenant parlons de l'héroïne Disney la plus sous-estimée. Je suis pas mal frustré de voir que Mérida reçoit tous les lauriers de la part des fans du film, alors que sa mère a un rôle 100 fois plus frais et efficacement mené. C'est une reine stricte qui veut transmettre une tradition à sa fille, en oubliant d'en être la mère aimante qu'elle était autrefois. Ça crée une distance assez émouvante entre ces deux-là, que je trouve davantage efficace du côté d'Elinor. D'une part parce qu'il est très rare de se centrer à ce point sur le rôle de mère dans un film Disney, et d'autre part parce qu'elle ne prend aucune décision ultra détestable, elle. Mais en effet, là où Mérida traverse un arc de jeune princesse assez réchauffé, Elinor de son côté a un développement très frais. Les devoirs par lesquels elle jure sont très compréhensibles dans le cadre instauré, et c'est un vrai plaisir de suivre son évolution à travers les épreuves qu'elle endure afin de mieux faire la part des choses. C'est un personnage de mère imparfaite, très rafraîchissant comme on en voit très peu. Numéro 18, Tristesse. Si elle semble être juste un gimmick comme ses autres camarades au départ, ce qui rend ce personnage intéressant, c'est la façon dont elle évolue et le sens profond de ce qu'elle représente. Pleurer, ça me fait du bien et ça m'aide à affronter la vie et ses problèmes. La façon dont est géré le cerveau de Riley la met dans une position inconfortable où elle a beaucoup de mal à s'affirmer et l'incident qui va survenir lui permettra indirectement de se mettre en valeur, elle, l'importance de sa fonction. En tant que Tristesse, elle a des moments typiques drôles qui peuvent paraître sans importance sur le coup, mais qui instaurent très bien ce qui la caractérise et donneront du poids au passage où son rôle affichera son importance. C'est un arc de personnage qui doit apprendre à se prouver, et si selon moi ça joue davantage en faveur d'un autre protagoniste, ça crée une co-héroïne tout à fait attachante dans son besoin réprimé de montrer sa valeur et qui apporte une satisfaction sincère lorsqu'elle finit par y parvenir. Numéro 17, Esmeralda. Vous voyez cet écœurant spectacle? Oh que oui! En plus de sa sensualité envoûtante, Esmeralda a également une personnalité séduisante. Elle sait être spirituelle, bienveillante, passionnée, et la situation dans laquelle le film la place lui permet d'afficher ses différentes facettes avec une très bonne fluidité. Son physique n'est que l'extérieur qui en vient à susciter l'intérêt de nos deux autres héros, mais c'est son caractère trempé qui finit de les séduire et qui la rend véritablement captivante. Sa fervente fidélité à ses valeurs et son intolérance à l'injustice ont l'occasion de briller efficacement à travers les épreuves qu'elle endure, et c'est une véritable personne de conviction qui a de quoi charmer de bien des façons. Numéro 16, Jessie. Un ajout qui au premier abord pouvait sembler discutable, mais qui parvient à rajouter une réelle plus-value à la franchise en appuyant avec une émotion véritable le dilemme principal de ce monde de jouets, l'abandon. Contrairement aux autres personnages récurrents, Jessie a déjà connu l'expérience d'avoir été rejetée par son propriétaire avec le temps, et Toy Story 2 l'illustre en montrant le traumatisme et le ressentiment que cela peut causer. L'état d'esprit de Jessie se retransmet de façon très attendrissante, et son caractère envahissant de départ y gagne une vraie signification. C'est difficile de ne pas être touché par la tourmente de cette pauvre... femme qui porte un passé tragique très bien amené. Et quand il joue avec toi, même si tu restes inerte, tu te sens vivant. Parce que tu l'es à ses yeux. J'apprécie d'autant plus la suite qui est apportée sur son trauma dans le court-métrage Angoisse au motel, qui capture à la perfection le personnage et parvient à davantage approfondir cette souffrance qui la ronge, et qui aide à la rendre encore plus attachante. Numéro 15, Yago. Le connard de service parfait. Yago est un perroquet râleur, cassant, filou, et ça le rend extrêmement amusant. Il a parmi les meilleures réparties cinglantes jamais écrites, quel que soit l'opus. Mais qu'est-ce que tu fais encore? À ton avis, la grosse, qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Et son évolution dans le second film est extrêmement gratifiante en conséquence, car on parvient à le faire se racheter sans changer sa nature de filou râleur. Il passe par l'attachement et le regret de ses actes de façon tout à fait satisfaisante, en sachant rester le pet sec qu'on adore voir se plaindre. C'est un personnage de soutien piquant comme on n'en voit nulle part ailleurs, et c'est ce qui fait son charme très spécifique. C'est trop, ma grande! Arrête ton char, tu vas me faire rougir! Numéro 14, Flynn Rider. Ah GG, qu'est-ce que t'as la classe. Flynn Rider, alias Eugène, est un voleur à l'attitude désinvolte qui a le don de me faire sourire par son assurance exagérée et son excellent sens de la répartie. J'ignore qui vous êtes, et je ne sais comment je suis arrivé chez vous. Mais permettez-moi de vous dire... Salut.
Mais derrière ça se cache un homme forgé par sa vie de malfrat qui en a oublié tout objectif réellement substantiel. Et c'est son contact forcé avec notre héroïne qui l'aidera à vouloir évoluer vers une meilleure version de lui-même, de façon naturellement développée contrairement à d'autres. Et le dévouement dont il fait preuve envers Réponse à partir de là est grandement touchant dans sa façon d'interagir avec elle et dans sa façon de tout risquer pour elle. Même si c'est légèrement gâché par un Deus Ex Machina à l'acte, mais évitons les sujets qui fâchent. C'est un homme qui est joliment influencé par la sincérité et qui le démontre de bien des façons toutes très belles. Numéro 13. Ah, Gaston, ce méchant très spécial qui... Bonjour à tous. Oh, Alex de Draguichot, bonjour. Toi aussi tu viens pour me piquer la vedette? Je te laisse deviner. D'accord, vas-y. On a tendance à voir Gaston comme un homme narcissique, parodique du prince charmant habituel qui est prêt à tout pour avoir Belle parce qu'il est méchant. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, car si on analyse bien le personnage de Gaston, on se rend compte que c'est l'un des tout premiers, si ce n'est le premier antagoniste Disney, qui ne devient méchant que par évolution tout le long du film. Il faut d'abord analyser Gaston au début du film et se poser la question, en quoi est-il vraiment un méchant? Parce qu'il abat des oiseaux? Bah, c'est un chasseur. C'est un peu son métier de faire pampan sur tout ce qui fait cuit-cuit. Parce qu'il est illettré et ne voit aucun intérêt à la lecture? Oui. Comme tout le village, en fait. C'est ce qui fait de Belle une paria à leurs yeux. Parce qu'il est vantard et narcissique? Alors oui, il l'est, mais ce n'est pas totalement de sa faute. Ce n'est pas comme s'il était le seul à penser que c'est le plus beau, le plus fort, etc. Tout le village le lui rappelle à longueur de journée. C'est même l'objet d'une chanson entière dans le film. En fait, ça appuie que le réel antagoniste du film, c'est le village et sa mentalité. Et Gaston ne fait que l'incarner en tant que champion du peuple. Et de par ce statut de champion adulé, Belle est la première et sans doute la seule fois pour Gaston qu'on lui oppose une résistance dans son jeu de séduction, et aussi celle qui voit les défauts chez lui. Quand vous êtes habitué à avoir tout ce que vous voulez, ça vous perturbe d'être privé de quelque chose, et vous développez rapidement une obsession sur ce qui vous a été refusé. Gaston, par son métier de chasseur, doit bien aimer qu'une proie lui pose une résistance, et vu qu'au début du film, le fou fait un petit parallèle entre le gibier et la jante féminine, il n'est pas difficile de comprendre qu'il considère Belle un peu comme une proie. Et en ça, on peut définir un parallèle avec la bête. Ce sont deux pourris gâtés qui veulent Belle pour des raisons égoïstes. Sauf que contrairement à la bête, Gaston ne s'est jamais pris une réelle baffe dans sa vie qui aurait pu déjà lui donner une base de réflexion. En tout cas, rien de similaire à se faire changer en bête et avoir des amis en meubles. Et la seule fois de sa vie où il se sent rabaissé, le village qu'il soutient est là pour lui regonfler son ego à bloc. Et c'est là où le parallèle entre les deux personnages est le plus intéressant. Là où la bête doit se forcer à vivre avec un personnage qui le contredit et qui l'aide à évoluer dans le bon sens, Gaston reste dans son cocon qui le fait évoluer dans le mauvais sens. C'est d'ailleurs un peu pour ça que la bête veut l'épargner. Il se reconnaît dans Gaston, parce qu'il sent qu'à la base, ils sont pareils. Sauf que comme Gaston n'a pas évolué dans le bon sens, contrairement à la bête qui agit selon les leçons qu'il a appris, Gaston, lui, agit comme son évolution l'a rendu, de manière brutale, envieuse et aveugle. Et c'est ce qui provoquera sa perte. En somme, c'est un personnage presque tragique. C'est l'illustration de comment une situation peut transformer un homme banal en un véritable monstre. Ce qui est approprié pour un dessin animé parlant d'un prince changé en bête. Rien à rajouter? Tu peux partir maintenant? Mais attends, je voulais parler du remake avec Emma Watson et... Dégage! Numéro 12, Megara. Elle est si... Ah, excusez-moi si je bave. En plus d'être la séduction incarnée, elle a un sarcasme naturel bien écrit qui la rend à la fois assez caustique et touchante. Je suis une demoiselle, je suis en détresse, et je m'en sortirai seule. Alors bon vent. Car ça appuie très bien l'aspect désabusé du personnage qui a connu un passé maussade qui a façonné sa vie, en termes de situation comme de personnalité. Elle crée en ça un assez bon complément au côté boy scout optimiste de Hercule, qui arrivera à l'atteindre par sa naïveté sincère. Et son revirement vers le côté optimiste de l'esprit est montré de façon très choupie. On sent qu'elle réprimait en elle cette foi en l'homme, avec un grand ou un petit H, et c'est une satisfaction sincère de la voir regagner espoir. Le genre d'accomplissement qui est l'apanage d'un vrai héros digne de ce nom, et qui montre que Megara était une demoiselle en détresse en un sens bien plus complexe qu'il n'y paraît. Numéro 11, Tarzan. Ce mec est super trognon. Tarzan brille d'une part par son ingéniosité qui va l'amener à devenir le roi de la jungle badass qu'on observera, mais surtout par sa crise identitaire qui le portera tout au long du film.
Son besoin de trouver sa place, de se définir, justifie chacune de ses actions, chacun de ses dilemmes et son évolution en tant qu'homme. Que ce soit son besoin d'être accepté au départ, le fait qu'il s'essaie à tout, sa joie et son excitation à découvrir des gens comme lui et son tiraillement face aux choix qu'on lui offre et les conflits qu'on lui oppose, tout ceci découle de sa recherche de soi tout en l'agrémentant au fur et à mesure. Et le film nous en apporte une conclusion extrêmement satisfaisante qui donne véritablement l'impression d'avoir suivi un arc de personnage pensé de bout en bout et exécuté avec la plus soigneuse des attentions.